Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Morito, le podcast made by Come & Click qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Vous les sentez, ces odeurs de vin chaud, de cannelle, de pain d'épices et de chocolat ? Oui, c'est bientôt Noël, dans une semaine très exactement, et qui dit période exceptionnelle dit podcast exceptionnel. Trêve de suspense, cet épisode un peu spécial fera la part belle à l'entrepreneuriat, puisqu'au milieu d'aujourd'hui on accueille donc Norian Fredge, freelance dans le secteur de l'acquisition digitale, pour répondre à la question, être freelance dans la jungle de l'acquisition digitale, c'est possible ou pas ? Bref, Norian, j'espère que tu t'es bien échauffé la voix, parce que je pense qu'il y a un paquet de choses à dire aujourd'hui. Vous connaissez la recette. Bienvenue chez Come & Click. Un Morito ? Au menu du jour, donc, être freelance dans la jungle de l'acquisition digitale, est-ce que c'est possible ? Je suis accompagné de Norian, du coup, pour parler de ce sujet. Bonjour Norian, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Bah écoute, ça va super, je suis hyper chaud pour ce sujet, ça change un petit peu des thématiques qu'on aborde d'habitude, ça va être moins technique, un peu plus perso, mais j'ai hâte. Est-ce que toi, tu peux, du coup, pour commencer, nous présenter ton activité dans les grandes lignes ? Ouais, carrément. Moi, je suis traffic manager en freelance, pardon. Je m'occupe principalement de campagnes d'acquisition, que ce soit du référencement naturel ou des campagnes ads, Facebook, Google, Bing, et un peu d'affiliation en partenariat avec Come & Click. Bah justement, ça me permet d'embrayer un petit peu sur la question suivante que tu as un peu spoil. Je voulais que tu nous expliques un petit peu, surtout à nos auditeurs, comment est-ce que toi et Come & Click ont été amenés à réaliser ce podcast ensemble. En fait, Come & Click, on a travaillé en partenariat sur un projet avec une entreprise dans laquelle je travaillais. Et du coup, le courant est super bien passé. Et quand on m'a proposé ce projet-là, j'ai dit chouette, c'est un truc que j'ai jamais fait. Bah top, faut une première fois à tout. Et du coup, pour lancer vraiment la thématique sur la partie métier de freelance, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Ouais, carrément. Alors moi, j'ai fait un bac STMG classique en option marketing. Ensuite, j'ai fait un BTS assistant manager en alternance. Faut dire qu'à cette époque-là, je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais travailler dans le web, mais c'est vrai que les écoles privées, j'avais pas forcément les fonds. Donc je me suis dit, je vais acquérir de nouvelles bases en faisant un diplôme, en fait, un BTS assistant manager qui soit assez généraliste et qui pose bien les bases, en fait, du métier, de tous les métiers, que ce soit administratif, commercial, de la relation client, de la communication. Donc c'était vraiment assez large. Donc je travaillais 2 ans dans un établissement scolaire. Et ensuite, je me suis orientée dans une école spécialement dédiée au web, où là, j'ai pu faire mon bachelor en alternance et j'ai poursuivi jusqu'en master 2. Ok, donc un beau parcours. Exactement. Et t'as choisi quel statut, du coup, pour créer ton activité de freelance ? Alors, je suis en micro-entreprise, en fait. J'ai découvert ça sur le tas, en fait, en me renseignant à droite, à gauche. C'est vrai que j'ai pas trouvé spécialement de documentation pour m'aider. Donc j'ai fait pas mal d'interviews à côté, je me suis renseignée, je fais pas mal de veille et on va dire que j'avais des super formateurs qui m'ont accompagnée sur ce projet-là. Et pourquoi avoir justement choisi le statut micro-entreprise ? Ça a des particularités spéciales pour le domaine du freelance ? En termes de, alors ouais, il y a pas mal de frais en fait quand on est entrepreneur, on a pas mal de taxes, etc. Et là c'était vraiment le statut idéal pour commencer. Il y avait la demande d'ACRE aussi qui était très intéressante, qui peut m'aider aussi sur la partie justement réajuster ses tarifs. C'est vraiment le tout début pardon. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que ce statut-là c'était le plus simple en termes de gestion, en termes de frais et les aides qui étaient possibles en parallèle. Ok. Et question peut-être un peu à 1 million d'euros. La fameuse question que tout le monde se pose lorsqu'on se lance dans le freelancing, c'est pourquoi choisir le freelancing plutôt que le salariat ? À la suite de mes études, j'ai fait quand même 2 ans de salariat. J'ai fait 5 années d'études en supérieur dans le salariat. J'étais salariée clairement. Et c'est vrai que je sentais en fait que j'avais du mal déjà à trouver ma place. J'ai une personnalité qui prend un peu de place. Je commence à me rendre compte. Je suis hyper sensible. Il y a pas mal de trucs que j'ai appris en travaillant à droite à gauche, mais je pense que c'est l'expérience qui fait. Et c'est vrai que j'avais du mal aussi à
à me contenter d'un projet. J'avais envie de faire des millions de choses. Et puis j'avais un truc qui grandissait en moi. C'est comme si j'avais mis une graine en fait et que j'avais laissé pousser et que j'avais attendu la maturité suffisante pour pouvoir me lancer. Et j'avais aussi le fameux syndrome de l'imposteur qui m'empêchait de faire pas mal de choses à l'époque. Et c'est vrai que aujourd'hui je suis en train de lui mettre des claques à celui-là. Ouais, justement, ça c'est, je pense, une grosse problématique lorsque on souhaite se lancer dans le freelance, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Comment tu fais pour le combattre, toi, tous les jours? Déjà, je me lève le matin et franchement, ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que au début, je me suis dit, je vais me laisser porter par le rythme de l'entreprise. Je sais que j'ai des contraintes horaires et qu'il faut que je me lève tôt. Je sais que je dois être présente de telle heure à telle heure. Je sais que tout ça, c'était plus moi, c'est comme si j'avais mis entre parenthèses ce que je voulais faire et ce que je ressentais et que je m'étais dit faut que tu te rentres dans le moule, sinon tu trouveras rien nulle part et que ça allait être compliqué pour du coup la suite. Et aujourd'hui, j'essaie de mettre en place des petites choses. Je mets en place des projets que je voulais mettre depuis un moment, comme me lance en freelance. Je mets en place des projets avec d'autres personnes, donc du coup, je vois que ça débouche pas mal. Je rencontre du monde. J'ai fait le Startup Weekend il y a 2 semaines à Angers. C'était une super expérience. Et là, je me dis, mais en fait, on est capable de faire plein de choses. C'est juste que nous-mêmes on se met des freins et c'est dur. Enfin, je comprends que ce soit dur en fait pour certaines personnes de passer au-dessus, mais juste une étape et ça peut le faire. Juste un petit déclic ou une marche, et c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, après on peut le faire. Et en plus, plus des expériences vont se multiplier, plus il va y avoir des réussites, des échecs aussi, mais les petites choses qui font que ça grandit et que ce syndrome-là il va se diminuer au fil du temps. C'est surtout ça, et faut se documenter, faire pas mal de veille. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce syndrome-là, et je pense qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place, des petites techniques au quotidien. Moi, je sais que je fais pas mal de choses. Après, c'est chacun son niveau et chacun fait avec ce qu'il peut. Je veux dire, ses moyens et sa motivation aussi, parce que c'est vrai que c'est dur. C'était dur au tout départ. Ouais, c'est ça, c'est un peu t'es lâché dans la nature au final. C'est ça, exactement. T'es lâché dans la nature et puis tu te dis, t'es ta seule ressource, comment je fais pour me lancer? Et puis tu te dis, mais est-ce que j'en suis capable? Je suis jeune, il y a beaucoup de freelance, j'ai pu rencontrer des gens hyper compétents. Tu te dis, est-ce que t'es à ce niveau-là, ou est-ce que il faut que tu travailles encore plus? Mais du coup, tu repousses et c'est beaucoup de blabla et tu fais pas grand-chose. Le tout, c'est de tenter de passer la première marche, et puis tu réajustes. Forcément, personne ne sait tout. On a beaucoup de freelances qui sont ouverts et qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider. Moi, je sais que j'ai demandé à 2-3 freelances en fait des conseils, etc. pour checker un devis, pour un taux journalier, pour un projet. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il faut que je pense à regarder quand je mets ça en place? Parce que c'est vrai que là où je travaille, c'était très procédurier. Il y a des choses qu'on faisait pas, et là, je voulais travailler sur des projets beaucoup plus importants avec des entreprises locales que je pouvais accompagner moi-même, quitte à me déplacer directement en entreprise, échanger avec les personnes. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut tester. Mon test, c'est aujourd'hui en plein réajustement aussi, mais du coup je réajuste au fil du temps en fait. J'ai pas une version, j'ai 15 000 versions, et jusqu'à trouver l'équilibre et le truc qui me correspond. Du test and learn au final. Exactement. Ça fonctionne pareil que les campagnes en fait. C'est ça. Et tu disais tout à l'heure que justement dans ce syndrome de l'imposteur, ce qui faisait que tu avais ce syndrome-là, c'était que en face, des fois, tu te retrouvais face à des professionnels qui avaient beaucoup plus de compétences que toi. Et que c'était un truc sur lequel il fallait aussi travailler, se dire qu'effectivement on progresse tout au long de sa vie. Moi, ce que je voulais savoir, c'est lorsque tu es freelance dans le milieu de l'acquisition digitale et spécifiquement sur le métier de traffic manager, d'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce type d'activité? Et deuxième question que ça sous-tend, c'est est-ce que le métier de freelance, c'est fait pour tout le monde? Alors, les qualités... il faut être passionné. Je pense que les métiers... je pense que tout le monde peut être passionné par son métier.
Tout dépend des personnalités en fait. Mais c'est vrai que moi je suis une vraie passionnée du web, c'est vraiment ma passion. Je me rappelle quand j'étais en études supérieures encore, je faisais pas mal de bénévolat, de projets externes pour pouvoir progresser encore plus. Et c'est vrai que là j'ai pu acquérir de nouvelles compétences hors dehors des cours et en dehors des expériences professionnelles en alternance. Donc c'est vrai qu'il faut être un vrai passionné et aimer faire ça en fait. Et du coup la suite, je pense qu'il faut être un peu beaucoup organisé. C'est vrai que c'est là on a personne pour nous dicter notre organisation, l'heure à laquelle on doit commencer, l'heure à laquelle on doit finir. Donc c'est vrai que j'ai dû mettre en place certaines choses, tenir un agenda à chaque heure, je sais ce que je dois faire. Je sais que cette journée-là, elle est dédiée à l'administratif, à la compta. Cette partie de journée-là, il y a un rendez-vous, faut se déplacer. Là, il y a une formation, donc faut que j'accompagne l'entreprise, que je prévois aussi les supports de formation, parce que du coup, il y a toujours un rendu que je fournis à l'entreprise avec tout ce qu'on a vu pendant cette session-là. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Faut être un maximum organisé, s'investir. Et je pense, on a tendance à vouloir rentrer dans des moules souvent parce que du coup c'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est ce qu'on aussi on veut nous apprendre en entreprise. Après tout dépend des entreprises bien sûr, mais souvent il y a des codes à respecter et c'est vrai que moi j'avais peur en fait de pas pouvoir m'exprimer totalement. Et avoir ce réflexe-là de me dire, éteins-toi un peu, tu prends trop de place. Et là, c'est vrai que je peux m'exprimer, comme je le souhaite, avoir ma personnalité, ne plus me cacher. Et ça, c'est vraiment un vrai luxe. Et c'est vrai que souvent, c'est la personnalité. De toute façon, ça peut pas coller avec tout le monde, mais c'est vrai que quand ça colle, c'est génial parce que on peut s'exprimer à fond. Et puis, le travail est encore plus qualitatif, je trouve. Ok. Et tu conseillerais justement quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans le freelance et qui est par exemple jeune diplômé? Alors déjà je trouve moi la manière dont ça s'est fait c'est qu'aujourd'hui je récolte entre guillemets les graines que j'ai semées tout au long de ma scolarité et tout au long de ma vie. C'est-à-dire que même quand j'étais en BTS, je le savais pas encore en fait que je voulais me mettre en freelance et créer ma micro-entreprise, mais il se fait que j'ai rencontré des gens dans le domaine professionnel et c'est aujourd'hui ces gens-là en fait qui me sollicitent pour avoir des devis et qui souhaitent collaborer avec moi. Donc ça c'est des choses en fait que au début je pensais que je m'investissais moi je suis quelqu'un où je m'investis corps et âme aussi. C'est un peu dangereux mais j'ai pas encore trouvé cet équilibre, mais c'est vrai qu'au début je m'investissais beaucoup, je rencontrais du monde en école, c'était pareil, on rencontrait des formateurs, on rencontrait des porteurs de projets, etc. Et ces personnes-là avec qui j'ai échangé et avec qui j'ai pu semer une graine entre guillemets, c'est ces personnes-là en fait aujourd'hui qui me sollicitent et qui veulent travailler avec moi. Pour te dire, mes premiers clients, c'est une personne avec qui j'ai travaillé dans un open space. En fait, c'était une entreprise qui était dans le même open space que nous quand j'étais en alternance, et aujourd'hui elle me sollicite parce qu'elle est dans une nouvelle boîte et elle a besoin d'être accompagnée sur la partie référencement. Et le deuxième client, elle est venue de mon ancienne coloc que j'avais en BTS. C'est dingue. Ouais, c'est incroyable. Comme quoi, travailler son réseau, c'est un peu de hyper partout, important, ouais. Mais c'est surtout être soi-même en fait quand on échange avec les personnes. Parce que c'est vrai que je le souligne, je le surligne, je le mets même en gras. Mais c'est vrai que être soi-même, c'est hyper important parce que du coup, c'est comme ça qu'on marque les esprits, je trouve. Ouais. Donc ça peut passer ou pas passer, mais en soi, tu laisses pas indifférent et souvent quand on sent souvent que les gens sont investis, qui sont hyper dynamiques et qui ont envie de bien faire, forcément, on garde une image de toi qui est celle-ci et du coup, quand il y a besoin, on te sollicite. Bien sûr. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, d'après toi, c'est quoi les avantages du freelancing, mais aussi ses inconvénients? L'avantage, c'est que je m'organise comme je veux, donc du coup là en termes de temps, même si j'en ai presque plus beaucoup parce que je suis en plein lancement, du coup en termes de temps c'est vrai qu'il faut jongler
rendez-vous client, toute la partie administrative, comme je disais précédemment, il y a toute une partie gestion, une partie commerciale, etc. Faut jongler. Mais c'est vrai que moi, mon emploi du temps, une fois que tout sera stabilisé, c'est vrai que je vais pouvoir être beaucoup plus flexible. Après, les inconvénients, c'est que je suis un peu seule des fois. Donc du coup, je rencontre pas mal de monde, donc ça force aussi à sortir. J'ai pas encore trouvé en fait l'équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Je galère des fois à trouver des moments de déconnexion, mais mon cerveau est en ébullition constante. Je veux dire, même la nuit, je peux avoir des idées et du coup, je vais me les noter, ou même à l'idée de couper son ordi, l'éteindre et se dire je vais regarder une série. Là, je culpabilise, je me dis mais mince, il me reste encore des choses à faire. Donc c'est vrai que tout ça, en fait, il faut trouver l'équilibre, mais c'est un travail. Enfin, je veux dire. C'est pas inné, pas pour moi en fait, et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Je veux dire. Ce statut-là, on l'idéalise beaucoup, mais c'est vrai que ça fait vachement mûrir, parce que moi, je suis quelqu'un qui bossait beaucoup pour ces entreprises. Là où je travaillais, j'étais beaucoup investie. Et c'est vrai que cette fois-ci, je me suis dit, je vais le faire pour moi et trouver un meilleur équilibre. Ouais. Ok. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement que je retrouve l'expression exacte que tu as employée, c'est tu disais que tu t'investis corps et âme, donc ça a ses avantages, mais comme tu dis, ça a aussi ses inconvénients, il faut trouver le juste équilibre. Et là, si on du coup reprend un petit peu de hauteur par rapport au freelancing et qu'on voit spécifiquement sur le métier de l'acquisition digitale, moi ma question c'est possible aujourd'hui d'être freelance dans un secteur qui est aussi concurrentiel? Parce que moi je te pose la question parce que aujourd'hui le marché de l'acquisition digitale, c'est un marché, comme je disais, extrêmement concurrentiel. Tu gères en général de très très gros budgets avec des gros annonceurs. Moi comme ça, a priori, moi qui connais pas le milieu du freelancing, je me dirais mais en fait c'est fermé pour les micro-entreprises. Alors, c'est vrai on voit qu'une partie de l'iceberg, en fait. D'accord. Moi aussi, au début, je me suis dit, mais mince, je vais me retrouver face à des agences énormes avec des pôles par compétences, je vais me retrouver complètement dépassée. Et en fait, je veux pas, je cible pas des entreprises qui veulent bosser avec des agences. Ok. En fait, je cible les personnes qui ont un vrai projet en interne et qui ont besoin, en fait, d'être accompagnées. Je sais pas si tu vois la différence. Pas trop. Ok. Quand on fait appel à une agence, on délègue une partie du travail, en général. Et moi, en fait, je ne veux pas qu'on me délègue du travail, je veux qu'on me sollicite pour travailler avec. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec une entreprise, par exemple, je me déplace jusqu'à elle. J'ai carrément des ateliers, en fait, stratégie. Parce qu'il y a des entreprises qui sont totalement paumées et ils me disent mais par où commencer, ok ton devis, mais nous on est complètement perdus, on n'est même pas ok sur la stratégie, on sait pas dans quel sens on doit aller. Et c'est à ce moment-là où j'interviens et je dis écoutez, on peut se caler une matinée de travail où carrément on prend des feutres, on prend un tableau, on prend du papier et on travaille ensemble sur votre stratégie. Une fois que ça c'est carré, du coup on réétablit en fait toute la partie cahier des charges et devis. En fait, c'est vraiment les personnes qui travaillent avec moi, elles sont vraiment acteurs de leur projet. Par exemple, là, j'ai travaillé pour une marque française de jeux de société et en fait, on a travaillé en étroite collaboration et lui, il me disait qu'il souhaitait plutôt travailler les annonces. Donc, du coup, moi, je lui ai expliqué comment ça se passe. Et toute la partie paramétrage, c'est moi qui l'ai géré. Mais par contre, lui, il s'est dit, je vais rédiger mes annonces comme je le souhaite. Et du coup, c'est là où on a fait une sorte de fusion, en fait. Où on a mis en place ces campagnes ads en lien avec mon paramétrage et la rédaction des annonces qu'il souhaitait promouvoir, et moi j'ai fait quelques réajustements sur ces annonces-là pour que ça colle parfaitement aux besoins. Ok, donc finalement c'est plutôt un avantage, enfin tu tournes toi dans ton métier le fait que tu sois freelance comme un avantage dans le sens où tu te démarques des agences. T'es pas là pour ok on prend le travail, vous nous le déléguez et on s'occupe de tout. Toi t'es plutôt dans une démarche d'accompagnement où on le fait ensemble. C'est ça, exactement, et c'est ce que je souhaitais mettre en place, en fait c'est ce que j'avais à cœur de mettre en place, clairement.
Moi, j'aime bien que les clients, quand ils ressortent, ils savent comment ça se passe quand une campagne elle tourne, quand elle commence, pourquoi le budget est plus important, pourquoi il y a un temps d'apprentissage, comment ça se passe au niveau des conversions. Moi, je veux qu'ils soient totalement sensibilisés. Parce que je me dis que le jour où ils vont avoir un plus gros projet à mettre en place, au moins ils vont me dire bon on a ça à faire, et du coup là c'est encore une collaboration et un projet qui est encore un peu plus grand. Mais je vais dire, moi j'ai quand même à cœur de sensibiliser en fait ces entreprises là, ces entrepreneurs là, et je pense que qu'on arrive à une ère où les personnes qui sont pas de notre génération en fait et qui sont un peu plus âgées, ils ont pas eu toute cette formation qu'on a eu là, toute cette sensibilisation qu'on a eu nous aussi en étant jeunes, parce qu'on a la tête tout le temps sur notre PC, sur nos réseaux, et c'est vrai que eux ont pas ces réflexes là. Et c'est vrai que pour eux, ça peut être complètement flou, et moi, je veux qu'ils soient conscients de leur projet et qu'ils soient acteurs de leur projet, carrément. Donc une démarche éducative aussi. Ouais, carrément. Ok. Et justement, toi, tes clients, tu les trouves comment? Ça va passer par du démarchage, des recommandations, tu passes par différentes plateformes. Et éventuellement, est-ce que tu fais un petit peu de SIA pour ton compte perso aussi? Alors, non, ce que j'ai là pour l'instant, c'est que de la reco. Que là, ok. Pour l'instant, c'est que des personnes avec qui j'ai travaillé ou avec qui je suis entrée en connexion durant toutes mes différentes expériences professionnelles, durant mon cursus scolaire. Pour l'instant, c'est que de la reco. Je fais pas du tout d'ads. J'ai un site one page en HTML. Bon, ça c'est une honte. Mon site est nul. Je tiens à le dire, mais j'ai pas trop le temps de bosser dessus. Je me suis dit, je verrai ça plus tard. Comme on dit, les coordonnées sont les plus mal chaussées. C'est souvent les plus mal chaussées, voilà. Ah là là. Bah du coup, si tu veux, on pourra mettre en gros ton one page au montage sur le podcast. Pourquoi pas, hein. Soyez cool. Non, mais on verra ça, t'inquiète pas. Et du coup, la question là que je vais te poser, elle est un peu liée à tout ce que je t'ai demandé avant, c'est-à-dire comment tu trouves tes clients, est-ce que c'est possible d'être freelance dans un secteur aussi concurrentiel? Finalement, moi, ma question, c'est comment tu démarres, comment est-ce que tu gères ta marque personnelle en tant que freelance? Est-ce que c'est déjà en plus important pour sortir du lot? Alors, ouais. Ouais. En fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu de monde, en fait. C'est que j'ai fait un peu, durant mes expériences professionnelles, comme je disais, j'ai fait un peu mes preuves, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai travaillé à droite à gauche. Parfois, c'était du bénévolat. Parfois, c'était rémunéré, mais... très peu rémunéré, mais c'était quand même rémunéré. J'ai rencontré du monde. C'est vrai, je me suis beaucoup investie sur pas mal de trucs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, mon prénom, en fait, c'est carrément, entre guillemets, devenu une marque. Après, je dis pas que je suis connue, que j'ai un milliard d'impressions ou de couvertures, mais je dis juste qu'aujourd'hui, c'est vrai que certains freelance, quand ils bossent sur du SEO et qui sont pas du tout spécialisés en SEA ou en ads de manière générale, quand on va leur demander un devis, ils vont dire plutôt de s'orienter vers moi ou vers d'autres confrères, en fait. Ok. C'est plutôt cool. Bah oui, complètement. Et puis, comme tu le sais très bien, et comme nous aussi on sait très bien chez Come & Click, vaut mieux avoir parfois une zone de chalandise assez restreinte, avoir moins de personnes, mais avoir, pour le coup, si on parle purement marketing, un trafic beaucoup plus qualifié au final. Bien sûr. Après, c'est clairement ça, c'est que, en fait, les gens, en étant soi-même et, s'investissant un maximum, les gens s'en rendent compte. Clairement, ils savent, même durant des sessions de formation, j'étais pas encore diplômée, et c'est vrai que on avait des formateurs avec qui ça passait bien, et aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont toujours à me faire des recommandations, des préconisations, à me dire cette piste là tu devrais l'améliorer, celle-ci elle est cool, tu devrais la garder. Enfin, il y a pas mal de choses, et mine de rien, ça plus tout le monde toutes les personnes qu'on rencontre durant toute... T'inquiète. Hop, attends. Qu'on rencontre tout au long de sa carrière, en fait, ces personnes-là comptent. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, en fait, on a un nom, on a une marque. C'est vrai qu'on représente une marque. Et moi, je souhaitais qu'elle transpire qui j'étais et ce que je voulais... les résultats que je voulais obtenir, en fait. Ok.
Moi j'ai une question, c'est à quand le merch Norian Fredge? Je veux le sweat à capuche. J'ai voulu, hein, mais pas Norian Fredge pour le coup, mais j'ai voulu, peut-être un jour. Hein. Ah bah tiens-nous au courant. Encore lié là sur cette partie gérer son métier son activité de freelance dans l'acquisition digitale. Comment tu fais toi pour fixer tes prix? Tu suis une grille tarifaire ou t'y vas un petit peu au cas par cas? Avant de me mettre en freelance, en fait, j'ai acheté un bouquin qui venait de sortir justement de Lise Slimane. C'est une freelance aujourd'hui qui propose des formations pour devenir freelance justement avec les bons réflexes, comment constituer son tarif, etc. Et c'est vrai que je me suis basée sur ces informations-là et je me suis dit on part sur cette base-là et puis on réajustera au fil du temps. Ok. C'est du test and learn encore une fois. Quand en termes de tarifs, quand en termes de temps, parce que c'est vrai quand on fait un devis, on facture du temps. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit mais combien de temps ça me prend pour faire ça? Mais combien de temps ça me prend pour faire ci ou ça? Et du coup, là, on fixe du temps et on se dit les prochaines fois, voilà, je mettrai un peu plus de temps. Je mettrai un peu plus de temps et au final... du coup, c'est comme ça que tu te réajustes. Ok. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je vous conseille, si vous voulez devenir freelance, c'est le livre de Lise Slimane, La Minute Freelance, qui est très très chouette. Et il y a pas mal d'exercices qui vont t'aider justement à te positionner sur le marché vis-à-vis des concurrents, stabiliser ton entreprise, parce que clairement t'es une entreprise, et trouver ta place. C'est surtout ça. Oui, du coup, qui a l'air hyper intéressant pour toutes les personnes qui veulent se lancer. Et pardon. J'avais de travers. Et peut-être une des dernières questions pour ce podcast. Bon, tu as déjà un petit peu répondu tout au long de cet épisode via tes différentes questions, mais si on devait résumer concrètement, toi, comment tu gères ton activité? C'est-à-dire comment tu jongles entre la partie commerciale, la partie gestion de tir de travail, comptabilité, choisir du coup tes clients, donc vraiment prospecter, gérer les différents projets en même temps, ça doit être quand même un sacré travail d'équilibriste. Ouais, surtout quand t'es toute seule et que du coup t'as rien à côté pour te cadrer, que t'es livré à toi-même comme tu disais tout à l'heure. Comment tu fais toi pour gérer tout ça? Alors, je m'organise. Alors on va dire que le matin, je fais pas mal d'administratif, de papier. J'essaye de tout boucler en fait le matin quand j'ai des demandes de devis, quand j'ai des mails en attente, des mails de clients, des mails pour du partenariat ou des choses comme ça. Je traite tout le matin. Et ensuite, l'après-midi, c'est plutôt consacré à toute la partie opérationnelle. Ok. Donc ça, c'est comme ça que je gère. Après, j'ai des emplois du temps un peu particuliers parfois. Quand je fais de la formation, par exemple, jeudi, j'ai une formation à La Roche-sur-Yon. C'est vrai que là, je me dis, bon, le matin, ce sera pas l'administratif. Le matin, ce sera de l'opérationnel. Et l'après-midi, ce sera 1 ou 2 heures d'administratif. Et c'est vrai que je vais continuer à travailler sur d'autres projets à côté. Ok. Et ta plus grande fierté en tant que freelance? Si tu devais en sélectionner une, ce serait quoi? De l'audace. De l'audace, ouais. Ouais, je pense que c'est ce qui m'aide pas mal et beaucoup de détermination. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis pas née dans un milieu où, clairement, jamais de ma vie, je me serais dit un jour, même dans la meilleure version de moi-même, j'en arriverai là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper contente et j'ai, on va dire, j'ai glow up. Ouais. Comme on dit dans une certaine musique, started from the bottom. Mais c'est clairement ça. Hein. C'est vraiment clairement ça. Hein. Je suis vraiment partie. Je suis partie de chez Baron. J'avais 18 ans. J'avais pas un rond dans les poches. C'est vrai que je me suis dit, mais comment ils font les autres qui ont réussi? Mais moi jamais j'en arriverai là. Ou
Et en fait, j'ai travaillé, bon, peut-être 20 fois plus que les autres, mais au final, j'y suis arrivée. Bon, après, je dis pas que non plus c'est terminé, que j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, mais j'ai fait un bon bout de parcours, là. Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, beaucoup de détermination, d'abnégation et de travail, finalement. Ouais, c'est beaucoup de travail. Pour terminer, dernière petite question pour boucler ce podcast qui a déjà été super riche. Si tu avais une petite anecdote à me raconter sur ton métier de freelance, ce serait laquelle ? Sur mon métier de freelance, comme ça, j'en aurais pas tellement parce que du coup, je débute tout juste. Ouais. Mais c'est vrai que je vais plus parler de moi personnellement. Je suis pas quelqu'un qui a été très scolaire de base. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'école, c'était très dur. J'ai toujours visé, c'était juste d'atteindre la moyenne. C'était très compliqué. Et je me rappelle quand j'étais au collège, on voulait me réorienter vers un bac pro ou un CAP plutôt. Et c'est vrai que là, je me suis dit, quel est le problème ? C'est que j'avais pas forcément le niveau en fait pour être là. Et aujourd'hui, j'ai un master qui est validé et j'ai un beau CV. C'est vrai que cette anecdote-là, elle est très chère à mon cœur, on va dire, parce que j'ai pu faire mes preuves durant toutes ces années. Et c'est vrai que si vous avez un objectif en tête, faut pas forcément écouter ce qui vous entoure et vous écoutez vous. C'est hyper important. Bah, écoute, je pense que c'est un très beau message pour boucler ce podcast. Noriane, je te remercie pour ta participation. On se donne donc rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 5. D'ici là, portez-vous bien et puis à très vite.